Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, quelqu'un qui nous fait très plaisir d'accueillir, Monsieur Herbert Léonard. Bonjour Herbert, comment ça va? Bonjour Monsieur Fred. Vous allez bien? On va pas s'appeler monsieur pendant une heure, ça va faire un petit peu. Herbert, on est très content de vous accueillir, d'abord parce qu'on est très content de vous accueillir, il n'y a pas besoin Et puis en plus, là vous nous avez fait un très joli cadeau, un nouvel album, Herbert Léonard, mise à jour, un album tout chaud. D'ailleurs, on a du mal à toucher tellement, oui, frais ou chaud. Sort du four. On a l'impression que dans cet album, après avoir chanté pour le plaisir, Oui. vous vous êtes fait plaisir et vous avez repris, outre vos chansons, Oui. certaines chansons que vous aviez très envie de reprendre. Absolument, il y a des chansons là-dessus que j'aurais voulu qu'on m'offre à l'époque et qu'on a offert à d'autres et je les ai reprises parce que c'est mon plaisir de les reprendre. Et est-ce que c'est un peu le privilège d'une carrière qui dure que maintenant, à votre âge, de pouvoir vous faire plaisir vraiment et de faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis plus près de la fin que du début. C'est vrai Oh que non, je suis là depuis 50 ans et c'est le moment maintenant d'enregistrer des choses que je n'aurais pas pu enregistrer avant. Donc de les enregistrer maintenant. Vous vous sentez plus libre aujourd'hui dans le choix de vos chansons, dans Oui. votre carrière? Vous vous sentez plus libre aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a quelques 20 ans? Je suis beaucoup plus libre, oui. Mais je ne regrette pas ce que j'ai enregistré il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, j'ai rencontré Julien Lepers, quand même, qui avait un wagon de chansons meilleures les unes que les autres. Et je ne me sentais pas prisonnier de ce que faisait Julien Lepers, je chantais avec plaisir. Mais je ne pouvais pas accéder à d'autres compositeurs non plus, puisqu'on avait choisi avec Blin Buggy de lui faire confiance à lui, voilà, et de faire une équipe. Mais de toute façon, j'ai l'impression, pour vous connaître un tout petit peu dans la vie, vous n'êtes pas quelqu'un à qui on impose beaucoup de choses, globalement. En gros, non. Et puis d'abord, je ne suis pas un mec difficile, je ne pense pas. Hein. Je ne suis pas non plus un oiseau de la nuit. Je suis quelqu'un de tout à fait normal et je chante ce que j'ai envie de chanter, c'est vrai. Mais il y a quand même des chansons qui m'ont échappé et que maintenant j'ai voulu rattraper. Voilà, alors je les ai rattrapées. Enfin, j'en ai rattrapé 4 ou 5. Vous les avez bien rattrapés dans cet album Mise à jour. Alors, Herbert, vous connaissez le principe de notre émission, Mélodie de ma vie. On va revisiter avec vous les chansons qui ont donné envie au petit Hubert Léonard de devenir Herbert Léonard. Ces chansons qui vous ont nourri, ces chansons qui étaient avec vous dans votre biberon, dans votre berceau, qui vous accompagnaient durant votre adolescence. C'était comment l'enfance d'Herbert Léonard? Oh, moi, j'ai une mémoire extrêmement sélective. Vous ne gardez que les bons souvenirs? Oui, je garde que les bons souvenirs ou ceux que je veux bien garder. Je veux dire, en tant qu'enfant, j'ai été élevé comme un enfant unique, malgré le fait que j'avais une sœur, mais qui était à 10 ans plus vieille que moi. Et j'étais issu d'une famille très pauvre, donc très solitaire. En fait, j'avais pas beaucoup d'amis. Je ne m'amusais qu'avec mes cousins qui habitaient juste à côté de chez moi. Et j'ai pas franchement beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Par contre, à partir du jour où j'ai découvert le rock'n'roll, alors là, oui, j'en ai. C'est le rock'n'roll qui vraiment vous a fait renaître? Complètement, oui. D'abord, il faut bien dire que je me suis éveillé à la musique avec avec un air de Tchaïkovski qui s'appelle Le Caprice italien. On est loin du rock quand même. Oui, non, mais ça avait accroché mon oreille et ça m'avait éveillé à la musique. Et tout de suite derrière, il y a eu les Shadows. Les Shadows, Apache, bien sûr. Apache, oui. Dès que vous les avez entendus, vous vous êtes dit, un jour je vais monter un groupe, un jour je serai sur scène? Non, c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit que, comme eux, il va falloir que j'apprenne à jouer de la guitare. Et donc, j'ai appris à jouer de la guitare. Je me suis acheté une guitare très mauvaise à l'époque parce que c'était un bas de gamme. C'est la seule chose que je pouvais m'offrir. Et j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare tout seul. Et puis le rock'n'roll est arrivé juste derrière avec les chaussettes noires et tout ça, quoi. Pour l'enfant solitaire que vous étiez, la guitare, c'était une manière de rentrer en contact avec les autres, c'était une manière de sortir de vous-même. Je ne veux pas faire de la psychologie à 2,50 €, mais ça a été quelque chose comme de l'ordre d'un révélateur pour vous? C'était un révélateur d'une adolescence. Je veux dire que en 1960, quand j'ai entendu pour la première fois Apache, eh ben, je me suis rendu compte en même temps que toute la jeunesse était en train de changer. C'était comme mai 68, 10 ans plus tôt, quoi. Une véritable mutation. Une véritable mutation, oui. Le rock'n'roll a tout d'un coup, mais alors vraiment tout d'un coup déferlé sur la France, en tout cas sur la province, puisqu'à Paris, vous étiez toujours un petit peu en avance par rapport à la province. Ça a déferlé sur la province, mais c'était comme un rouleau compresseur, quoi. On est passé, moi qui écoutais ce qu'écoutaient mes parents, c'est-à-dire Dalida déjà, Piaf, Brel, tout ça.
Et bien tout d'un coup, j'ai plus du tout eu envie d'écouter ça. Je ne voulais plus que du rock'n'roll. Et à ce moment-là, lorsque vous découvrez donc Apache, les Shadows que l'on va voir et écouter, vous vous dites, je veux en faire mon métier, ou c'est quelque chose encore de confus? Non, je n'avais aucune ambition musicale, surtout que dans ma famille, il n'y avait personne qui s'intéressait spécialement à la musique, quoi. Non, j'avais pas d'ambition. Pour un ovni. Oui, non, mais j'avais pas aucune ambition musicale à ce moment-là. La seule chose que j'avais envie de faire, c'est de trouver un autre guitariste, un bassiste, un batteur, et me joindre à eux et qu'on monte un groupe. Voilà. Et surtout qu'on amuse les autres, quoi. Et ce premier groupe s'appelait? Il s'appelait les Jets. Ça a été vraiment votre premier groupe. Ah ouais. Vous avez commencé à écumer tous les bals de la région de Strasbourg avec Absolument. On faisait danser les jeunes de notre âge tous les week-ends. Et on est devenu très rapidement, parce que les groupes fleurissaient un petit peu partout, on est devenu très rapidement un des groupes leaders d'Alsace, quoi. Puisque je suis alsacien, quoi. On l'avait compris. Herbert, vous le disiez, vous êtes issu d'une famille modeste, de parents qui n'avaient rien à voir avec le showbiz. Quand ils voient leur fils partir avec une guitare, avec des gens un peu avec des fleurs dans les cheveux, partir sur les routes, enfin les fleurs dans les cheveux dans les années 60 pas encore, mais des blousons de cuir et partir, ils le prennent comment Ils l'ont bien pris, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, ils n'ont mis aucune entrave à mes préoccupations guitaristiques, si j'ose dire, du moment que je continuais à aller au collège, parce qu'ils se saignaient quand même aux 80 de mes parents pour que je fasse une éducation, que j'ai un avenir un peu meilleur que le leur, quoi. Et à partir du moment où je faisais mon boulot d'écolier, ils ne voyaient aucun inconvénient à ce que je joue de la guitare, quoi. On dit qu'à l'époque, il n'y avait pas un groupe par immeuble, il n'y avait pas un groupe par quartier, il y avait un groupe par étage dans les... Oui, c'était un petit peu ça, les groupes se défaisaient toutes les semaines, quoi. Vous en avez eu combien comme ça de groupes? Pardon? Vous en avez eu combien comme ça de groupes? Vous avez fréquenté combien de groupes? Je ne me souviens que des Jets en ce qui concerne Strasbourg, jusqu'au moment où je pars à l'armée. Quand je reviens de l'armée, avec les Jets, c'est terminé, mais je rencontre tout de suite les Lionceaux. Les Lionceaux qui étaient très connus déjà à l'époque. Ils cherchaient un guitariste au moment où ils sont passés par Strasbourg. Ils m'ont vu sur scène. Deux frangins qui vous repèrent, je crois ça, Alain et... Alain Atta et Bob Mathieu, mais ils n'étaient pas frangins, mais c'était les créateurs. Et ils m'ont vu sur scène et ils se sont dit, tiens, il pourrait bien remplacer notre guitariste perdu. Est-ce que tu veux partir avec nous en tournée, m'ont-ils dit. J'ai dit oui, mais avec qui? Ils me disent avec Chuck Berry. Chuck Berry, un des rois du rock'n'roll. Chuck Berry, le vrai, l'unique? Oui, je suis parti tout de suite. Vous étiez guitariste à l'époque, vous n'étiez pas chanteur encore? Non, j'étais guitariste, je faisais des chœurs. Hein. Je chantonnais de temps en temps une chanson ou deux avec les Jets, mais on avait un chanteur, j'étais pas le chanteur, quoi. Vous étiez le guitariste du groupe. Lorsque vous commencez à faire de la musique, lorsque vous commencez à avoir du succès, qu'est-ce que ça change en vous? Est-ce que le petit garçon timide devient de plus en plus à l'aise? Est-ce que ça a des vertus thérapeutiques sur vous? Vous voulez dire à partir du moment où je me suis appelé Herbert Léonard et que j'ai eu des... Avant. Lorsque vous êtes dans les Jets, lorsque vous êtes avec les Lionceaux, sans encore avoir fait un énorme tube avec quelque chose en moi qui tient mon cœur, mais dans ces périodes où vous commencez à avoir du succès, à rencontrer du public, ça change quoi en vous? Bien, c'était assez exaltant. Moi qui n'étais jamais sorti de mon Alsace, sauf pour faire l'armée à Metz, donc en Lorraine, ce qui n'était pas loin de chez moi, j'ai découvert la France, j'ai découvert la mer, j'ai découvert un tas de choses, quoi. La musique m'a emmené vers des horizons que je ne soupçonnais même pas. Et tout ça, toujours sans avoir une ambition quelconque. Hein. J'étais très bien avec les Lionceaux, je chantais avec les Lionceaux alors qu'avant je ne chantais pas. On se déplaçait un peu partout en France, on avait des filles, on avait de l'alcool, on avait tout. Enfin bref, vous voyez la période des années 60, c'était assez exubérant comme période. Le rhythm and blues faisait partie intégrante de votre vie à l'époque? J'ai découvert le rhythm and blues avec Otis Redding. C'est ça. Quand Otis Redding est arrivé, tout d'un coup, qu'on a commencé à le découvrir en France, j'ai un peu laissé tomber le rock'n'roll, encore qu'au niveau du rock'n'roll, j'étais plutôt noir que blanc. Hein. Oui. C'était Chuck Berry, Little Richard, plutôt que Elvis Presley et les autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit que je ne les aimais pas, mais je préférais les noirs. Et donc, alors, une suite logique tout de suite, c'est Otis Redding, Marvin Gaye, Joe Tex, Vous étiez plutôt Stax oui. ou Tabla? Non, plutôt Stax. C'était la grande guerre à l'époque. Non, plutôt Stax, oui.
Alors donc Otis Redding, ça m'a chamboulé complètement, ça m'a donné envie de chanter. C'est lui qui m'a donné envie de chanter. C'est lui qui vous donne envie de chanter. Absolument, oui. Et puis toujours le rock avec Chuck Berry. Oui, bien sûr. Alors, le rock, vous l'avez rencontré lui donc? Non, oui, j'ai fait 2 mois de tournée avec les Lionceaux. Enfin, on était en levée de rideau de la tournée de Chuck Berry pendant 2 mois. Et on le vit comment quand on rencontre comme ça son Écoutez, dieu vivant? malgré le fait qu'on ait passé 2 mois de tournée avec lui, on l'a pratiquement jamais vu parce que Chuck Berry est quelqu'un d'extrêmement bizarre. D'abord, il n'a jamais de musicien, il se sert des musiciens du coin. D'accord. Il n'a pas ses propres musiciens. Non, il part du principe que tous les musiciens connaissent ses chansons. Donc, tiens, viens jouer, tiens, viens jouer, tiens, viens jouer. Tiens. Donc, tout le monde doit connaître les chansons de Chuck Berry. C'était quelqu'un de bizarre, qui n'était pas très chaleureux, en fait, quoi. J'avoue que c'était une de mes idoles, mais j'ai été un peu déçu. C'est ça, il y a des gens comme ça qu'il est urgent de ne pas connaître, quoi, en fait. Oui, dans cette tournée, il y avait Ronnie Bird, qui était 150 fois mieux que Chuck Berry, je trouve. Et je lui rends hommage à Ronnie. Je sais qu'il est à New York depuis des années et des années, mais j'aimerais bien le revoir. Mais alors ça, Herbert, lorsque vous êtes, on fait un petit bond dans le temps, lorsque vous êtes devenu à votre tour une énorme vedette, est-ce que vous avez toujours eu ça en mémoire? Vous avez toujours essayé de ne pas décevoir les fans qui venaient vous voir, qui se reconnaissaient en vous? Parce que là, ils vous avaient déçu quand même, Monsieur Chuck. Ouais, non, moi, en ce qui me concerne, comment je vais vous expliquer ça? Moi, je suis tombé dans ce milieu comme une pomme tombe de son arbre. Je veux dire, je n'avais rien prémédité, je n'avais pas d'ambition, une ambition quelconque en tant que chanteur pour faire ce métier. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé, c'est juste arrivé. Donc, je ne me suis pas rendu compte dans la première partie de ma carrière, je vous dirai pourquoi, il y en a une première et une deuxième. Première partie de ma carrière, ça s'est passé d'abord très très vite. J'étais entouré des gens qui étaient extrêmement compétents et qui étaient tout à fait habilités à penser à ma place. Oui. Et j'ai laissé passer probablement beaucoup de choses à cette époque-là. Mais quand du public, quand des jeunes déjà à l'époque, les jeunes, vous voir, à l'époque de Quelque chose en moi tient mon cœur, à l'époque pour être sincère, quand des gamins venaient vous voir, j'imagine, ne manquez pas de venir vous voir à la fin de vos tours de chant, à la fin des années 60, début des années 70, qu'est-ce que vous leur... Est-ce que vous aviez justement en mémoire ce Chuck Berry pas très sympa avec vous et avec les jeunes qu'il abordait pour justement avoir un autre discours vis-à-vis de ces gamins? J'ai toujours eu le plus profond respect pour le public. C'est-à-dire que je m'évertue à toujours être bien habillé sur scène, à chanter le mieux possible, mais j'ai eu toujours cette réputation d'être un peu froid et distant, probablement parce que je suis un sale con d'Alsacien, quoi. Non, je déconne. Vous êtes timide, tout simplement, peut-être. J'étais extrêmement timide, et d'ailleurs, au début, dans le milieu, on m'appelait le Buster Keaton de la chanson, parce que je ne souriais jamais. Je ne souriais jamais, j'arrivais pas à sourire ni à la télé, ni en interview, ni en reportage photo. Ça s'est arrangé depuis. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu cette réputation d'être quelqu'un de très distant, d'être très froid d'abord. Voilà. Mais avec le public, ça se passait toujours très bien. Et puis même dans la vie, ça s'est plutôt bien arrangé depuis. Ah oui, j'espère en tout cas. Herbert, vous disiez qu'aujourd'hui, vous aviez juste envie de vous faire plaisir, reprendre les chansons qui vous touchent. On ne le sait pas forcément, vous avez composé plusieurs de vos tubes. Vous parlez avec beaucoup de modestie de Julien Lepers, c'est lui qui vous a servi, qui vous a habillé sur mesure, mais vous-même, vous avez composé nombre de vos propres succès. Non, pas beaucoup, j'en ai composé 2 ou 3. Quand même deux ou trois qui ont été de numéro 1 quand même, ce ne sont pas des chansons d'album. Oui. Vous n'avez pas envie aujourd'hui, justement, dans cette décennie de plaisir qui s'ouvre à vous, vous n'avez pas envie de vous mettre vraiment à composer vos propres chansons et à ne plus faire que ça, et quitte à composer pour d'autres? Et je pense qu'il faudrait changer tout le métier, surtout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on accepte... Je vais être extrêmement critique, et je vais certainement encore me faire descendre, et me faire beaucoup d'ennemis, mais ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, les maisons de disques ne cherchent plus à faire enregistrer des choses nouvelles par des chanteurs de mon âge. Ils le veulent par des jeunes. Donc on fait un excès de jeunisme à ce niveau-là. Je pense que aussi les maisons de disques aujourd'hui et les producteurs ont envie de vendre vite parce qu'il n'y a plus grand-chose à vendre. Quand ils arrivent à vendre, il n'y a quasiment plus de marché du disque. Alors donc on nous demande plus de faire des compilations avec 2 ou 3 nouvelles chansons dessus, plutôt ce qu'on appelle un album studio entier. D'ailleurs, les Anglais et les Américains font pareil. Les grandes stars ne sortent plus 12 titres sur un CD.
ils en sortent 3-4. 3 nouvelles ou 4 nouvelles, et le reste, c'est de la le bac catalogue, compilation. bien sûr. Voilà. Alors donc, on est dans l'air du temps. Mais si demain, on me disait, est-ce que tu veux faire un album studio, un nouvel album avec des chansons, par exemple, que tu composerais, que Julien recomposerait, je dis oui tout de suite, bien sûr. Et écrire pour les autres, composer pour les autres, vous y avez pensé? Je pense que je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas le faire. Vous l'avez un petit peu fait, comme Je le sais pour moi, mais je sais ce que je veux, moi, mais je ne sais pas ce que veulent les autres. Je ne suis pas sûr, même si Johnny, à un moment donné, m'a demandé de composer pour lui, je ne suis pas sûr de savoir composer pour lui. Je pense que je ne suis pas assez sûr de moi de toute manière à ce niveau-là. Puis je ne suis pas assez musicien, parce que j'ai appris à jouer de la guitare, mais complètement dilettante, quoi, en amateur complet. Votre plus grand plaisir aujourd'hui dans ce métier, ça reste quoi? Ça reste la scène, ça reste de vous produire devant des gens, de recueillir cet amour qui vous vient en plein cœur comme ça? La scène, c'est primordial. Vous en avez besoin, c'est oui, un besoin physique. Il faut que les jeunes qui veulent faire ce métier le sachent. C'est bien d'être devant une caméra en train de faire l'imbécile sur Internet. Mais c'est pas ça, le métier. Le métier, c'est de passer devant 3000 personnes et de sortir de la salle en se disant « je les ai conquis ». C'est vital pour vous, ça? Pour moi, c'est vital. Encore aujourd'hui. Mais je fais partie de cette génération qui a appris le métier comme ça, quoi, si j'ose dire. Vous vous sentez parfois en manque de scène? Il vous arrive de vous sentir physiquement en manque de cette sensation-là? Fort heureusement, non, parce que je fais quand même pas mal de galas par an. Donc, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais je veux dire, je suis issu de cette génération à qui on a appris qu'il fallait être bon sur scène avant d'enregistrer un disque. Aujourd'hui, c'est le contraire. On vous fait enregistrer un disque et après, on vous dit « essayez d'être bon sur scène ». Voilà. C'est toute la différence. Herbert, est-ce que vous pensez à la postérité? Vous pensez à ce que vous allez laisser? Ou c'est quelque chose qui vous passe complètement par-dessus la tête? Ça me passe par-dessus la tête, oui. Je suis un petit peu comme tout le monde. Je me dis, le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Mais en fin de compte, je m'en fous. Mais vous devez être fier quand même de savoir qu'il y a certaines de vos chansons qui aujourd'hui, de votre vivant, sont rentrées dans le répertoire français avec un grand air, quoi. Oui. Une chanson comme Pour le plaisir, les enfants l'apprennent. Enfin, je sais. Vous le savez, oui. ça doit faire quelque... Qu'est-ce que ça fait quand on vient d'où vous venez, de ce milieu que vous nous avez décrit comme un milieu non pas modeste mais pauvre, aujourd'hui exister aux yeux et dans le cœur de millions de gens? Qu'est-ce que ça fait? Mais j'avoue que c'est assez jouissif, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Est-ce que je vais passer ma vie à penser que pourvu qu'on ne m'oublie jamais? Non. Non, je ne vais pas penser à ça, non. Vous avez des regrets par rapport à cette... J'ai aucun regret, à ce chemin de vie? Strictement aucun regret. Je sais que si on me donnait l'occasion de refaire le même chemin, je referais le même chemin. Peut-être pas de la même façon, mais je referais la même chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 années qui viennent? Ce que je souhaite, moi, oui, c'est de vivre encore assez longtemps pour voir les 2 prochaines Coupes du Monde. Allez, voilà. On vous les souhaite largement les deux et bien d'autres encore. Merci. Herbert, merci d'être venu sur le plateau de Mélodie. Merci d'avoir été avec nous. Et je pense que nos téléspectateurs auront certainement l'impression, et plus que l'impression, de mieux vous connaître maintenant. Merci beaucoup, Herbert. Je l'espère. Merci, Fred.